Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi de l'Ascension, le premier grand pont depuis la fin du confinement. Comment les Français ont-ils profité de cette liberté retrouvée? Ont-ils respecté la limite des 100 km et les distances sur les plages et en forêt? Vous le verrez, la réponse est plutôt oui. La carte officielle des départements verts et rouges a-t-elle encore un sens? Elle a été établie il y a 14 jours et n'a jamais été réactualisée. Nous avons analysé les chiffres, consulté les scientifiques et nous sommes arrivés à une conclusion. Le vert a gagné beaucoup de terrain. Depuis la réouverture des magasins, nous avons recommencé à consommer. Qu'avons-nous acheté? Nous avons dressé le hit-parade de vos produits préférés. Des articles de sport, des jouets, mais aussi de l'alcool et des glaces. Enfin, un document exclusif, nos reporters ont pu accompagner une mission scientifique française vers une île sur laquelle personne n'était allé depuis presque 40 ans. Elle abritait la plus grande colonie de manchots royaux au monde. Pourquoi sont-ils moins nombreux qu'avant? Réponse à la fin de ce journal. Les images que vous allez découvrir dans un instant auraient semblé inimaginables il y a seulement 3 mois. Une plage dont les emplacements géométriques sont quadrillés pour que les baigneurs ne puissent pas se côtoyer. Ce qui a été inauguré aujourd'hui à la Grande Motte préfigure peut-être ce que sera notre été, déconfiné mais très surveillé. Reportage Élise Stern et Audrey Guiraud. Étendre sa serviette, planter son parasol et s'allonger pour bronzer. Voilà qui devient possible à la Grande Motte, mais à plusieurs conditions. La première rangée est réservée pour les 2 places, celle qui est juste contre la barrière. À partir de la deuxième jusqu'à l'avant-dernière, vous pouvez vous installer où vous voulez. On doit réserver, mais bon, j'espère que ça va s'arrêter rapidement et qu'on puisse aller librement à la plage. Des petites règles au niveau de la circulation pour se baigner, il faut porter un petit bracelet. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour profiter de la mer? Chacun doit donc rester dans son emplacement délimité par des cordelettes pour assurer une distance suffisante avec ses voisins. Alors ça change évidemment. Avant, on déboulait tous sur la plage, quelle que soit l'heure, on n'a pas de créneau respecté. C'est sûr que ça fait plus cadré, ça fait moins vacances. Pour rejoindre la mer, c'est par ici. Pour en revenir, par là. Indispensable d'en arriver là, selon le maire. Par ces mesures de distanciation que nous avons mis en place, on n'a pas l'obligation de porter le masque et c'est une bonne chose. On est habitué à la marque du maillot, mais la marque du masque, c'est pas une mode qu'on a envie de lancer. Un concept qui permet d'accueillir 250 personnes par demi-journée, notamment les réfractaires à la plage dynamique, désormais la norme en France. On est au bord de mer, c'est quand même stupide de ne pas pouvoir s'allonger sur une serviette. Je voulais essayer surtout, oui, parce que moi dynamique, je suis pas tellement dynamique, donc c'est vrai. Ouverte depuis ce matin, cette installation attire les regards et laisse les passants un peu déroutés. C'est quand même bizarre, hein, tout ce qui se passe là. On n'a pas l'habitude d'être cloîtré sur la plage. Normalement, c'est la liberté, la plage. Préfiguration possible des plages du futur en temps de pandémie. Cette expérience est mise en place au moins jusqu'au 2 juin. Certains ont opté pour la Méditerranée, on l'a vu, qui était dans un rayon de 100 km de leur domicile. D'autres ont cherché des plages plus au nord, sur la côte normande ou la côte d'Opale, quitte parfois à frôler ou à dépasser cette limite autorisée. La maréchaussée était là, placée aux endroits stratégiques. Jérôme Garot, Irina Fournier et Mathieu Desmoulins ont pris le volant depuis Rouen, direction le Touquet. Top départ, donné par la cathédrale de Rouen. Cap vers le nord. Et la mer, le Touquet Paris-Plage. Nous passons d'abord par les chemins de traverse, dans la Normandie, écrasée par le soleil. Jusqu'à 26 degrés cet après-midi. Nous approchons d'Abbeville, la limite de notre périmètre des 100 km depuis Rouen. Sur cette aire de repos, aucun vacancier en infraction. On est de Beauvais, on va sur Saint-Valery-sur-Somme. Ça fait pile 100 km. C'est juste pour faire une petite balade. Là, moi j'habite à Rouen, du coup je fais 100 km à peu près. Nous repartons par l'autoroute cette fois, déserte. Nous n'avons vu quasiment personne sur la route, on arrive au Touquet et on aperçoit les premiers contrôles de la police. Vérification de l'adresse de résidence à l'entrée de la ville et à certains péages, comme ici avec la gendarmerie. Cet automobiliste par exemple, il arrive du Grand Est. Il a 330 km. Ça commence à faire un peu. L'amende s'élève à 135 €. On s'envoie l'amende chez vous d'ici quelques jours. Derrière ces contrôles, le Touquet et sa plage. À l'entrée, quelques rares voitures immatriculées en région parisienne ou dans d'autres grandes villes.
C'est ça, on a un peu franchi la limite, on vient de Lille. C'est vrai que c'est un peu... Voilà, après on s'est dit, tiens, est-ce qu'on prend un grand risque ou pas, en sachant qu'aujourd'hui c'est immense. Pour la majorité des vacanciers, c'est le premier week-end à la mer de 2020. Là enfin ils peuvent se dégourdir, gambader, courir sans être enfermés. Comme un air de vacances, mais interdiction de s'allonger sur le sable ou de se baigner. Mesure de prudence toujours face au coronavirus. À propos de cette limite des 100 km, sachez qu'une nouvelle clause qui n'existait pas vient d'être ajoutée à l'attestation de déplacement. Elle vous autorise à aller au-delà des 100 km en cas de déménagement ou d'achat d'un bien immobilier, mesure applicable dès aujourd'hui. 4 jours chauds et plutôt ensoleillés partout en France. Vous êtes nombreux à avoir quitté votre domicile pour changer d'air pour la première fois depuis 9 semaines. D'autres, notamment en région parisienne, ne sont pas partis. Et manque de chance, c'est là que les grands espaces, les forêts sont les plus rares. Comment les Franciliens ont-ils fait? Antoine de Pressiguou et Alexandre Gaudin. Nous sommes partis à l'heure du déjeuner. Et à 13 h dans Paris, il y avait d'abord les grands gagnants. Ils ont misé sur le Sacré-Cœur, vue imprenable sur Paris et largement de quoi tenir ses distances. Il n'y a pas trop de monde, donc c'est quand même assez agréable. On pensait que ce serait vraiment bondé. Et... D'autres ont opté pour les bords de Seine. Un peu plus de monde, mais une légère brise plutôt agréable. Ça fait toujours du bien de trouver un petit point d'eau. On a quasiment l'impression d'être en vacances, même si on ne l'est pas vraiment. Et puis ça change juste de la semaine où on se retrouve constamment entre quatre murs, quoi. Enfin, il y a ceux qui se sont rués vers une troisième destination en périphérie de Paris. Pour trouver cet endroit, il fallait suivre l'interminable file de voitures. Bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait aussi beau, mais là on n'arrive même pas à se garer, donc c'est un peu compliqué. Et s'il y a autant de monde ici, c'est pour une chose bien précise, ce lac. Avec 30 degrés, les Parisiens sont venus chercher un peu de fraîcheur. De nombreuses familles se sont retrouvées le temps d'un pique-nique dans l'herbe. Ici, on ne va pas se mentir, les distances sont beaucoup plus difficiles à respecter. Pas question pour autant de trop se relâcher. La solution hydroalcoolique. Chacun avait apporté son propre matériel, on a chacun notre pique-nique, chacun nos affaires, chacun... voilà. Aujourd'hui, tout le monde avait sa petite technique pour prendre l'air avec style, malgré le masque. Ouais, c'est fermé. Impossible d'accéder au parc, désespérément clos. Alors, certains Parisiens restés en ville pour ce long week-end de l'Ascension se sont rabattus sur les rares terrains de pétanque. J'ai fait leur connaissance ici, en fait, je ne les connaissais pas avant, ça fait 3 fois que je joue avec eux seulement. Ce sont vos nouveaux amis d'après déconfinement. Oui, voilà. Depuis quelques minutes, les espaces verts sont envahis. À l'heure de l'apéritif, il semblerait que les Parisiens aient tous eu la même idée. On a la chance d'habiter à côté, donc si on voit vraiment qu'il y a trop de monde et que ça devient un peu compliqué, on se rapatrie à la maison. D'autres, un peu moins sages, comptent bien rester sur cette pelouse toute la soirée. Le chien sur la planche de roller, il fallait y penser. Bonsoir Georges Brognier, vous êtes en direct avec nous sur la pelouse des Invalides. J'aperçois du monde autour de vous, mais la seule question qui vaille, c'est est-ce que les barrières sont respectées ou pas ? Oui, c'est globalement le cas. Autant vous dire que ce n'était pas gagné d'avance, car il y a en ce moment même autour de moi sur ces pelouses des centaines de Parisiennes et de Parisiens qui ont tous évidemment une folle envie de trinquer sous ce soleil digne d'un mois de juillet. Autour de paquets de chips et de bouteilles de rosé, eh bien il y a de petits groupes d'amis, 10 personnes maximum en général. La plupart certes ne portent pas de masque, mais sont assis à 1 mètre les uns des autres. Et puis ces groupes sont séparés environ d'une dizaine de mètres, là encore les uns des autres. Ambiance bon enfant, prudence et précaution donc de façon générale. Il n'empêche, les policiers veillent au grain. En ce moment même, ils sont en train de patrouiller un peu partout autour de la pelouse avec un mégaphone pour rappeler aux plus étourdis les règles élémentaires de sécurité. Merci beaucoup Georges. Nous évoquions il y a quelques instants les emplacements très encadrés sur la plage de la Grande Motte. Au Sables-d'Olonne, en Vendée, d'autres plages sont ouvertes ou fermées en fonction des horaires et des marées. Manon Meunier et Sébastien Guerche nous expliquent pourquoi. Évacuation. Le signal d'une marée trop haute pour garantir la distanciation sociale. Au Sables-d'Olonne à 14h30, tout le monde est prié de quitter la plage. Pour ce week-end de l'Ascension, l'emblématique plage des Sables reste ouverte le matin. Les Sablais et les touristes ont su profiter de chaque minute aujourd'hui. Nous qui habitons ici, on aime bien se faire dorer au soleil, on va dire ça comme ça.
Donc, mais non, c'est déjà pas mal qu'on ait accès. Le fait de limiter à marée basse, effectivement, il y a du monde, mais il y a de la place. Il faut respecter les règles et comme ça, tout le monde peut en profiter. En quelques heures, avec un coefficient de marée de 75, l'eau est montée très vite. C'est le moment d'évacuer la plage qui a perdu 75% de sa superficie. Sur les activités nautiques comme pour les personnes qui profitent de la plage, en 10 minutes, l'opération, la mission a été effectuée avec succès. Bien surveillée, la plage reste déserte tout l'après-midi. Pour la ville, ce week-end de l'Ascension est un test pour l'été. Le vrai enjeu, c'est la saison qui vient après. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir éviter les risques de circulation du virus pour que les restaurants puissent réouvrir le 2 juin et pour pouvoir progressivement retrouver nos libertés et pouvoir avoir une vraie saison. Ces prochains jours, la baignade matinale sera donc plébiscitée. Il a fait chaud, très chaud partout en France ces dernières 24 heures et ce n'est pas terminé. Des températures bien au-dessus de la normale pour un mois de mai. 30 degrés à Paris, à Angers, 32 à Béziers. Beaucoup d'entre vous regrettent déjà la fraîcheur printanière. À Chartres, Marine Brossard et Maud Gatineau sont allés chercher un peu d'ombre et ça n'a pas été facile. C'est tout bon? Je vous souhaite une bonne balade. La rivière, c'est le spot plébiscité en ce jour férié. L'idéal aujourd'hui, un peu au frais. Fraîcheur et entre pédalos, distanciation sociale assurée. Bonjour messieurs, dames. Première trempette de la saison. Ça fait du bien, ça rafraîchit, c'est génial. En ville, on cherche l'ombre, car beaucoup découvrent aujourd'hui la difficulté de vivre masqué sous près de 30 degrés. On transpire, oui. Ouais, on transpire. Ça fait beaucoup de chaleur et on est vraiment oppressé, quoi. Moi, je le vis assez mal. C'est vrai que c'est irrespirable quand même dessous. Vous voyez, j'ai de la buée là qui commence à se former. Donc non, c'est pas évident. Alors pour respirer, cap sur les îlots de verdure. Tu connais? Ça fait du bien de se retrouver dehors déjà, même s'il fait chaud, mais d'avoir un peu d'air, de respirer le bon air et d'être sous ces grands arbres. Un cadre parfait pour un repas sur l'herbe en famille. On est à l'ombre, on va être bien. On va être bien. Voilà. Et ce matin, quand on est parti, on avait l'impression de partir en vacances. Le soleil y était, les tenues aussi. Un parfum d'été. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas trinqué quand même. Et un petit goût de liberté dont tous espèrent pouvoir continuer à profiter. Cette année 2020 qui restera évidemment marquée par cette crise sanitaire, mais aussi peut-être par de nouveaux records de température. Bonsoir ma chère Evelyne Delia. Bonsoir Gilles. Vous avez compulsé attentivement les relevés météo des derniers mois et ils indiquent une tendance qui ne peut pas être niée. Et tout à fait, les saisons chaudes s'enchaînent les unes aux autres. Alors par exemple, l'hiver 2020 que nous venons de vivre a été extrêmement doux, c'est même l'hiver le plus chaud jamais observé en France et les observations ont commencé il y a 120 ans. Donc si on voit le palmarès de cet hiver, donc 2020 en tête, devant l'hiver 2016 et 1990. Parlons maintenant de ce printemps très chaud, printemps 2020. Alors, il n'est pas tout à fait terminé, mais il va forcément monter sur le podium, certainement à la 2e place, derrière 2011 et devant le printemps 2007. Et puis, Gilles, si on regarde ce qui s'est passé depuis un an, mai 2019 avait été un petit peu frais, mais à partir de juin 2019 et jusqu'à aujourd'hui, tous les mois, sans exception, les températures moyennes pour la France étaient au-dessus des normales de saison. 12 mois consécutifs, ça c'est du jamais vu. Alors je sais que vous n'aimez pas lire dans le mar de café, vous êtes toujours très prudente, très rigoureuse, mais est-ce que vous avez des indices sur ce que pourrait être notre été à venir ? Vous avez tout à fait raison, Gilles. On marche à pas de loup quand on parle des prévisions saisonnières. Météo France parle d'ailleurs de signal. Et ce signal nous indique que l'été devrait être chaud, avec des températures encore au-dessus des normales, et que certainement ce sera un été sec, plus sec que d'habitude sur la moitié nord du pays. Merci beaucoup, Evelyne, pour ces précisions. Comme chaque soir, la Direction générale de la santé a publié le bilan de l'épidémie. Depuis le 1er mars, 28 215 décès ont été constatés en France, soit 83 décès supplémentaires en 24 heures. Mais très bonne nouvelle, le nombre de patients hospitalisés en réanimation baisse continuellement pour le 43e jour consécutif. Regardez à présent cette carte. Vous la connaissez déjà, elle divise la France en deux. D'un côté, les départements verts, de l'autre, les rouges. Elle a été publiée il y a 14 jours.
c'est en fonction de cette carte qui n'a pas été mise à jour que les collèges, des parcs, des jardins publics sont ouverts ou fermés. Cette classification vert ou rouge est-elle encore le reflet exact de la situation sanitaire? Caroline Bell et Marine Giraud ont analysé les chiffres. Regardez leurs conclusions. Cette petite ville des Vosges est toujours officiellement en zone rouge. Collèges, parcs et jardins doivent y rester fermés. Entre incompréhension et résignation, les habitants sont partagés. C'est vrai qu'on a envie aussi d'avoir un peu plus de liberté, quoi. La carte, elle est réactualisée qu'à la fin du mois. Voilà, donc les hôpitaux, quand on prend le journal quotidien du coin, il nous dit tous les jours que ça diminue. Quand on dit zone rouge, je pense qu'au niveau de la pression psychologique, elle est réelle. On sait qu'on est en zone rouge parce que la carte est figée. Effectivement, la carte n'a pas changé de couleur depuis sa publication le 7 mai. Mais reflète-t-elle la réalité? Plus vraiment. Elle se basait sur 3 indicateurs. Sur les 2 premiers, la capacité de tester et les passages aux urgences pour suspicion de Covid. Tous les départements sont désormais verts. Pour le 3e, les lits occupés en réanimation, seule l'Île-de-France est encore en tension. Alors pourquoi cette carte n'est-elle pas actualisée? Depuis le déconfinement, les règles ont changé. Les tests sont au cœur du dispositif. Les autorités sanitaires veulent connaître en temps réel les nouveaux cas positifs. Mais pour cela, ils doivent mettre en place un nouvel outil. C'est cet indicateur du nombre de nouvelles contaminations, du nombre de nouveaux cas, qui va être l'indicateur principal pour vérifier l'absence de reprise épidémique dans tel ou tel territoire. À quoi la carte pourrait-elle ressembler? En plus des tests, elle prendra en compte les consultations effectuées par les médecins généralistes et des régions qui se croyaient épargnées, comme les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire, pourraient changer de couleur et rejoindre l'Île-de-France, le Grand Est et la Corse. C'est là où les médecins ont vu le plus de patients ces derniers jours. Pour découvrir la nouvelle carte de France, il faudra donc patienter jusqu'à la 2e phase du déconfinement, prévue le 2 juin. Le Grand Est, on l'a vu, toujours officiellement en rouge. À Strasbourg, le maire a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans le centre-ville aux heures les plus fréquentées. Cette décision a-t-elle une base légale? Comment réagissent les Strasbourgeois et les très nombreux visiteurs? Reportage Philippe Vogel et Jérémy Susselin. Pour l'instant, l'heure est à la prévention. Pas encore de verbalisation, mais des encouragements à porter son masque en toutes circonstances, même en vélo. On a toute la grande île. Oui, d'accord. Et les horaires, c'est de 10h à 20h. Mais d'ici quelques jours, l'absence de masque dans les rues du centre-ville sera sanctionnée d'une amende. On relèvera donc l'infraction, l'infraction à un arrêté municipal, contravention de première classe, qui est une amende jusqu'à 38 €. Les panneaux d'information sont déjà prêts. L'arrêté municipal est entré en vigueur aujourd'hui. Les Strasbourgeois sont un peu partagés sur l'efficacité de la mesure. Je l'ai appris ce matin, mais j'espérais qu'à vélo, j'allais pouvoir m'en sortir sans. Et en fait, non. Si les personnes respectent les gestes barrières et les distances, à mon avis, on peut se passer d'un masque systématique en plein air. D'un côté, des règles plus contraignantes, de l'autre, de la pédagogie. Ces équipes de prévention rencontrent les habitants pour expliquer le port du masque, rappeler les mesures d'hygiène. Il y a plein de boulot parce que c'est des gestes qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas sortir comme avant, dans les mêmes conditions. Le centre historique, avec ses rues piétonnes, rend difficile le respect de la distanciation sociale. Pour la municipalité, le port du masque obligatoire était incontournable. Sur des secteurs géographiques très déterminés, là où il y a beaucoup de foule, dans les endroits où les gens se croisent et se croisent de près. Un arrêté municipal jugé discriminatoire, car certains quartiers pourtant très denses ne sont pas concernés par la mesure. Qu'est-ce qui justifie que l'hypercentre, on soit obligé de porter un masque? Il y a vraiment un problème d'incohérence, d'égalité devant la loi. Un recours va être déposé devant le tribunal administratif, mais en attendant, le masque reste obligatoire au centre-ville jusqu'au 2 juin prochain. Les week-ends prolongés, les vacances d'été qui approchent, le soleil, beaucoup de maires de zones touristiques s'inquiètent de voir arriver des milliers de visiteurs dans leur commune, car ils pressentent qu'il leur sera difficile de faire respecter les règles sanitaires. En Corse, les médecins se préoccupent également de cette situation. Certains demandent une régulation des flux touristiques sur l'île. Reportage entre Pietrocella et Ajaccio, Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Sur l'île, le déconfinement des plages insulaires tant attendu inquiète les soignants. En signant un manifeste, il y a quelques jours, les médecins souhaitent que la population et prochainement les touristes respectent strictement les gestes barrières afin d'éviter un rebond de l'épidémie
et surtout l'asphyxie de son système de santé. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est 20 personnes ensemble, agglutinés les uns sur les autres, collés, allongés, en train de jouer, à se rouler par terre. C'est ça qu'il faut éviter. L'ouverture de l'ensemble des plages, l'ouverture de l'ensemble du territoire, c'est des choix politiques, c'est des choix de socio-professionnels. Mais nous devons les informer sur les moyens à mettre en place et sur les moyens qu'il faudra prévoir si d'aventure ça dérapait. 5 mètres entre groupes de serviettes, pas de pique-nique et moins de 10 personnes ensemble, fermeture des plages au coucher du soleil, ce sont les principales mesures à respecter. Quand on s'est installé, déjà, on a respecté les distances. L'équation est un peu compliquée. Il faut respecter la distanciation sociale et il faut faire reprendre l'économie insulaire. Pour essayer de sauver la saison, les responsables des paillotes remontent leur établissement pour accueillir au plus vite les premiers vacanciers. Les inquiétudes, ça va être l'arrivée des touristes. Après, il va falloir trouver l'équilibre entre sécurité et quand même flux touristique, parce que quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de touristes, on va faire une saison qui va être quand même assez compliquée. Les Corses se sont très bien comportés pendant ce confinement. Je fais confiance à la population de faire la même chose dans le déconfinement. C'est une phase à gérer, une phase collective à gérer, et il faut qu'on appréhende ensemble cet après. Concilier sécurité sanitaire et vacances en Corse, c'est le défi des prochaines semaines sur l'île. Une question de survie économique. Chaque jour qui passe nous en apprend un peu plus sur cette pandémie, sa propagation, ses nouveaux foyers. Au moins 5 millions de personnes ont été contaminées dans le monde. De la ville de Wuhan en Chine, le virus a parcouru tous les continents, l'Europe, l'Amérique du Nord et aujourd'hui, avec une ampleur dramatique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. C'est la Bougriou. Au Brésil, près de Sao Paulo, les enterrements s'enchaînent. Dans le plus grand cimetière d'Amérique latine, les cérémonies ne durent que quelques minutes. Devenu l'épicentre de la pandémie, le pays déplore près de 20 000 morts. L'Amérique latine est le continent qui enregistre le plus de cas de Covid par jour en ce moment. En tout, le Brésil en compte 250 000. Parmi les pays les plus touchés, le Pérou avec 104 000 cas, le Mexique et le Chili ont, eux, déclaré entre 50 et 60 000 contaminations. À la crise sanitaire s'ajoute la crise sociale. Dans un quartier pauvre de Santiago, la capitale chilienne, des manifestants affrontent les policiers. Ils réclament la fin des pénuries alimentaires. Ici comme dans les pays voisins, le confinement aggrave la situation des plus pauvres. C'est de la nourriture que nous voulons, c'est de la nourriture. Depuis 5 mois, le virus traverse le monde d'est en ouest. D'abord, la Chine et ses voisins. Très vite, l'épidémie s'étend. L'Iran est fortement touché début mars. L'épicentre se déplace ensuite vers l'Europe, les États-Unis puis l'Amérique latine. Parmi les points communs de ces foyers, le climat et en particulier la température. C'est autour de 10 degrés que l'épidémie a commencé à Wuhan. Elle a commencé à Téhéran de la même façon. Et quand on va vers le froid, les pays scandinaves, ou quand on va vers le chaud, les pays africains, le taux de transmission était 10 à 100 fois inférieur. En Amérique latine, l'explosion des contaminations coïncide aussi avec une chute des températures. En tout, 4,5 millions de personnes ont été infectées dans le monde. En France, cela fait 10 jours que nous sommes déconfinés. Les boutiques, une grande partie des centres commerciaux sont ouverts. Une très intéressante enquête nous permet de savoir ce que nous avons acheté depuis le 11 mai. Les chiffres que vous allez découvrir vont peut-être vous surprendre. Victoria David, Marie Demarque, Pauline Lormand et Simon Humblot. Surgelé, alcool, machine à laver, imprimante. Ce sont les stars du déconfinement. Je prends combien de bières? Ok. Bière, vin, alcool fort font leur grand retour dans vos caddies. Plus 20% de ventes par rapport à la même semaine l'année dernière. Après les avoir délaissés pendant le confinement, les Français se rattrapent. On fait un barbecue ce week-end, moi demain. Quand il y a eu le déconfinement, c'est clair qu'on s'est plus regroupés quand même pour faire des petites soirées entre nous, c'est normal. On prend du champagne pour fêter ça. Autre rayon à succès, les surgelés. Déjà plébiscités pendant le confinement pour leur côté pratique, les glaces ont la cote. Les ventes sont en hausse de 30% par rapport à 2019. De la glace au chocolat, voilà. On se fait plaisir, il faut. On a été quand même un petit peu, avec ce confinement, un petit peu restreint surtout. On a fait beaucoup de sport pendant le confinement, donc là on achète des glaces, on se fait plaisir. En dehors de l'alimentaire, l'électroménager fait un carton. Machine à laver, lave-linge, frigo, les ventes ont doublé depuis le 11 mai. Comme cette famille, beaucoup ont attendu la fin du confinement pour s'équiper. On devait nous l'installer pendant le confinement, tout a été repoussé, donc tous nos achats ont été également repoussés. Donc là, c'est vrai qu'on se précipite un peu, on a besoin d'un frigo assez rapidement.
Dans ce magasin comme ailleurs, le rayon informatique a aussi été pris d'assaut, avec en tête les imprimantes. Et donc c'est le produit qui a fonctionné le plus d'entrée directement dès que le drive a ouvert. Et puis aujourd'hui, on est encore sur une tendance où cela continue, puisque beaucoup d'entreprises continuent à travailler à la maison. Dernier objet phare du déconfinement, les vélos, très prisés pour éviter les transports en commun. Pas de rebond au rayon prêt-à-porter. Les ventes sont en baisse de 15% par rapport à la même semaine l'année dernière. Nous vous parlions hier soir dans ce journal du nouveau record de collecte du livret A, des milliards d'euros épargnés de manière contrainte puisque tous les magasins étaient fermés. Avez-vous commencé à dépenser cet argent maintenant que nous sommes déconfinés? C'est ce qu'ont voulu savoir Cédric Puyot et Gauthier Delobette. Jeudi de l'Ascension, un soleil radieux à Lille et pourtant beaucoup n'ont pas résisté à l'appel des boutiques après plus de 2 mois sans pouvoir se faire plaisir. Petite robe, voilà quoi, donc des petits trucs sympas. Ça fait du bien un petit peu de dépenser, donc voilà, on n'a pas dépensé pendant 2 mois et là c'est un petit peu la folie, j'avoue. Coup de cœur ou achat raison, les Français se remettent à consommer, d'autant qu'ils n'ont jamais autant épargné que le mois dernier. Pas question pour autant de tout dépenser. Dans des projets immobiliers, des choses comme ça, mais bon voilà, il faut arriver à trouver et pour l'instant on garde. Dans cette galerie commerciale aussi, les clients sont de retour et ça fait du bien aux commerçants comme Pierre-Yves Renaud. On a repris une journée du 11 mai quasiment historique en ce qui me concerne au niveau du chiffre d'affaires. Et puis les quelques jours qui ont suivi ont été plutôt bons, je dirais comme auparavant. Mais ici, les clients ont changé leurs habitudes, comme Maria, venue chercher des sandales pour sa petite fille. On a fait la démarche vraiment de venir pour acheter, pour consommer. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Fini le lèche-vitrine donc, un client qui entre dans la galerie est presque forcément un client qui ressort des sacs à la main. Ce qu'on a perdu en fréquentation, on l'a gagné en consommateur. Nos boutiques nous le remontent. Ils ont aujourd'hui un taux de transformation, c'est-à-dire que des gens qui rentrent en boutique et qui commettent un achat bien plus élevé qu'à l'habitude, de l'ordre de 9 personnes sur 10. Contre 1 personne sur 2 habituellement. De quoi redonner espoir aux commerces fermés pendant plus de 2 mois et envisager l'été et les soldes à venir avec un peu plus de sérénité. Ces semaines de confinement ont aussi eu des conséquences sur l'un de nos trésors nationaux. La France, pays aux 1000 fromages, a souffert de la fermeture de nombreux commerces et restaurants. Les ventes de fromages AOP ont baissé de 60%. Les producteurs croulent sous les invendus. C'est le cas notamment pour le Cantal en Auvergne. Que faire? Le conseil départemental a peut-être trouvé la solution. Reportage près de Clermont-Ferrand, Arnaud Etcheverry et Régis Rouanet. C'est l'un des plus grands entrepôts de fromage de la région. Ici, nous avons des salaires, c'est la période. Ceux-ci sont des salaires de l'année dernière, 2019. 600 tonnes de Cantal, de Saint-Nectaire, du fromage AOP alignés sur des kilomètres de rayons. Mais la crise sanitaire est passée par là. 50 tonnes pourraient finir à la poubelle, faute d'acheteurs. Ce Cantal, il faut absolument pouvoir le manger maintenant parce que si on le garde encore, on va arriver avec des fromages qui ont une croûte qui s'effrite avec un goût assez fort. Ces fromages-là pourraient partir à la poubelle, pourraient être détruits? Au bout d'un moment, si on ne peut pas les vendre, on sera forcément obligé d'en faire quelque chose. C'est triste, ça ne nous est jamais arrivé dans l'histoire de la société. Confirmation sur ce marché du Cantal. Merci. Bonne journée, monsieur. La reprise est lente. Pendant le confinement, les ventes de ces fromages haut de gamme ont chuté de 80%. Ça fait partie des produits dont on s'est passé, voilà, qui n'étaient pas des produits essentiels, quoi. Il y a eu une interruption au niveau des marchés qui n'a pas permis d'écouler les produits. Du vendeur à l'affineur, en passant par le producteur de lait, c'est toute une filière qui est aujourd'hui en danger. Jean-Noël Faux a repris l'exploitation familiale il y a 3 ans. Il travaille exclusivement pour l'appellation. On a une perte aujourd'hui sur 3 mois de 12 000 euros. C'est beaucoup, 12 000 euros? 12 000 euros, moi c'est mon revenu sur l'année. La filière fait vivre 3000 familles dans le département. Salut Jean-Noël. Salut. Ça va? Michel Lacoste en est le représentant. Et aujourd'hui, il est très inquiet. Si on perd les plus fragiles, on risque de voir le nombre de fromageries se réduire et puis d'assister à une standardisation du Cantal. Moi j'ai un garçon qui a 14 ans. Il rêve de s'installer. C'est l'avenir pour nos jeunes qui est en cause. Donc c'est pas facile, c'est une situation qui est très très dure. Pour limiter les pertes, le conseil départemental a racheté une partie des invendus pour le donner aux plus fragiles. On amène la pièce de fromage. Mettez-la là, mettez-la là.
Ce matin, livraison d'une meule de 40 kilos au Resto du Cœur. C'est une bonne chose, ça va compléter l'alimentation déjà, puisqu'il risque d'avoir plus de bénéficiaires. En plus, c'est ça, c'est des produits de qualité. Un élan de solidarité qui devra se poursuivre. Dans le département, il y a encore 250 tonnes de fromage AOP invendus. Comme chaque soir, nous allons répondre aux nombreuses questions que vous nous posez grâce au hashtag le 20h TF1 vous répond. Bonsoir Yannick Hézard. Bonsoir Gilles. Cette question que j'ai lue à de nombreuses reprises. Un commerçant peut-il me refuser le paiement en espèces de peur, dit-il, d'être contaminé? La réponse est non. Le commerçant est obligé d'accepter. S'il refuse, il risque même une amende de 150 €. Alors il y a des exceptions. Si le commerçant, par exemple, n'a pas la monnaie pour vous rembourser, mais le risque de contamination n'est pas une raison valable. Autre question, la Grèce et l'Italie, on l'a dit il y a un instant, vont rouvrir leurs aéroports dans quelques jours. Puis-je réserver un billet d'avion pour Rome ou Athènes? Et quelle garantie ai-je si un jour, ces aéroports ferment à nouveau? Oui, alors regardez bien, pour l'Italie, cette réouverture au vol des touristes européens, elle est prévue pour le 3 juin et pour la Grèce le 1er juillet. Vous pouvez donc commencer à réserver des vols après ces dates, mais précision du côté d'Air France, pour juillet-août, les horaires des vols que vous voyez en ce moment ne sont pas encore définitifs. Ils le seront début juin, donc attendez un petit peu quelques jours, sinon votre vol risque d'être ensuite modifié ou peut-être annulé. Quant aux garanties, si ces pays referment les frontières, vous pourrez alors choisir entre un report, un avoir ou un remboursement. Question qui nous est parvenue à de multiples reprises, qui concerne des millions de vacanciers dans quelques semaines. Elle est très simple. Puis-je être contaminé en me baignant dans la mer? Alors, pour savoir d'abord si la mer était actuellement contaminée, des chercheurs de l'Ifremer ont prélevé de l'eau de mer et des coquillages sur nos côtes, de la Normandie jusqu'à la Méditerranée. Verdict, aucune trace du coronavirus. Et les prélèvements seront renouvelés régulièrement pour vérifier. Quant au risque ensuite d'être contaminé par d'autres baigneurs dans l'eau, pas vraiment de certitude, mais en se basant sur les autres virus, les scientifiques estiment tout de même qu'avec l'eau et le sel de la mer, le risque est négligeable. En revanche, même dans l'eau, il faut bien sûr faire attention à garder ses distances pour éviter notamment les postillons. Donc le water polo est toujours décommandé. Mais de loin. Merci beaucoup Yannick. Voilà une annonce que la Guadeloupe attendait avec impatience. À partir d'aujourd'hui, les plages de 19 communes du littoral sont ouvertes en mode dynamique, donc avec des horaires d'accès définis. Cela va-t-il suffire à sauver la saison touristique qui est déjà très compromise? Reportage sur place, Olivier Santiqui et Daniel Glandu-Ganga. 150 mètres carrés, 3 chambres, piscine à débordement. La villa disponible cet été à Sainte-Anne ne fait pour l'instant pas recette. On a quelques réservations pour la fin de l'année, mais pour les vacances d'été, plutôt des désistements que des réservations. Avec l'espoir de lancer une saison estivale très compromise en Guadeloupe comme ailleurs en Outre-mer, le gouvernement vient d'imaginer un assouplissement de la quarantaine actuellement en vigueur. Au lieu des 14 jours sur place, les voyageurs pourraient s'isoler une semaine en métropole, puis une semaine à l'arrivée à destination, pour profiter plus vite des charmes locaux. Mais selon cette hôtelière du Gosier, dont 20% des chambres seulement sont occupées, la mesure resterait un frein puissant à la fréquentation. Les gens n'ont que 4 semaines de congé, donc ça ne peut pas être possible, ni au départ, ni à l'arrivée, de demander une quatorzaine. Par contre, nous nous battons et nous exigeons que ce soit des tests et des protections à l'aéroport qui soient faites ou à l'entrée des avions. Dans la machine touristique, l'autre rouage grippé, c'est le transport aérien. L'effondrement général dure depuis plus de 2 mois. Totalement à l'arrêt, Air Caraïbes travaille sur un plan de reprise des vols avec les îles proches, mais le salut viendra d'ailleurs. Le cœur du réseau d'Air Caraïbes, c'est les vols entre Paris, Pointe-à-Pitre et Paris, Fort-de-France et Paris-Cayenne. Donc il est important pour nous qu'on puisse de nouveau voler vers ces destinations. 7 vols par jour en haute saison normalement, 2 par semaine actuellement avec Paris. Voilà l'économie de la Guadeloupe en berne. Dans ce restaurant de Saint-François, dont les 10 salariés sont au chômage partiel, beaucoup de pessimisme. Ça sera une hécatombe, c'est un ouragan de force 10 et je pense qu'à mon avis, il y aura beaucoup de chômage si on ne prend pas les mesures pour l'outre-mer. Crainte et frustration d'autant plus fortes que les années précédentes tissaient de très belles perspectives. En 2019, 1 million de touristes avaient rapporté à l'île 1 milliard d'euros. Le printemps, les beaux jours, période en principe faste pour les horticulteurs. Mais cette année, la crise sanitaire a eu des conséquences catastrophiques. Aucune vente ou presque pendant de longues semaines. Au moins 200 millions d'euros de pertes pour les professionnels. Nous avions rencontré l'un de ces producteurs il y a presque 2 mois dans la Sarthe.
Que devient-il? A-t-il repris son activité? Madjene Sangaré et Sébastien Guerche sont retournés le voir. C'est un souvenir encore bien présent et il laissera des traces. Quand vos collègues sont venus la dernière fois, tout ça c'était des tulipes en pleine fleur qu'on était en train de jeter massivement. Nous avions rencontré Jean-Philippe fin mars, en plein confinement. L'horticulteur était alors forcé de jeter la quasi-totalité de sa production. Ce jour-là, 2 millions de tulipes partaient à la poubelle. Aujourd'hui, pour les salariés, en parler reste douloureux. Ça fait un gros choc, hein. On plante, on travaille pour un patron et quand on voit qu'on met ça à la poubelle, ça fait mal au cœur quand même. Depuis, l'entreprise a repris espoir. Les tulipes ont fait place aux pivoines à l'approche de la fête des mères. Toutes les conditions sont réunies. Voilà. Maintenant, il faut qu'on garde l'optimisme et l'espérance pour les jours à venir. Après ce qu'on a vécu, on en a bien besoin. Ces 2 derniers mois, l'horticulteur a tenu à préserver ses salariés et à continuer à payer ses charges. Pour poursuivre son activité, il a dû emprunter plus de 2 millions d'euros sur 5 ans. Jamais on a emprunté autant d'argent, qui plus est pour payer des pertes dont on n'est pas responsable. Donc on le fait parce qu'on veut que notre activité continue, on veut défendre les 156 personnes qu'on a chez nous. On ne peut pas les laisser tomber. Aujourd'hui, on coule pas, mais demain, c'est la question. Point positif, face à la crise, les clients se montrent fidèles. Jean-Philippe et sa famille ont vu fleurir les initiatives et les marques de soutien. L'objet de ma lettre est une commande de fleurs, comme je n'en ai jamais faite. Ça représente un gros chèque pour moi et une goutte d'eau dans votre économie de crise, mais si cela peut vous mettre du baume au cœur, je le fais de tout cœur. Franchement, on sait pourquoi on se lève le matin quand on reçoit des messages comme ça. Nicolas fait partie de la 3e génération à la tête du groupe. Dans le contexte actuel, il a développé l'activité sur Internet. On a multiplié par 4 ou par 5 les volumes que l'on envoie par Internet. Ça sera livré demain matin, là, en l'occurrence dans le Pas-de-Calais. Donc ça part vraiment partout. La vente en ligne ne comblera pas le manque à gagner chez les fleuristes. D'ordinaire, 50% du chiffre d'affaires de la filière est réalisé au printemps. Depuis plus de 2 mois, une vingtaine de Français nous font partager leur quotidien en se filmant eux-mêmes. Ce soir, dans Ma Nouvelle Vie, le directeur d'un cabaret à Toulouse, son établissement est encore fermé, mais son équipe s'est mobilisée pour monter un spectacle, un show très spectaculaire qui sera diffusé gratuitement sur Internet dimanche. Joséphine Devambé, Quentin Fichet et Florian Fernandez, Simply the Best. Derrière les portes de ce cabaret toulousain fermé depuis 2 mois, Didier, le directeur, a voulu nous montrer son univers en sommeil. Nous voilà dans l'entrée du cabaret La Vénus. Magnifique salle, regardez. Une salle vide, sans public. Ça fait un pincement au cœur, bien sûr. L'impatience et la frustration lui ont donné une idée, ressusciter ici l'ambiance d'un spectacle. Nous vous avons préparé une petite surprise avec les artistes. Ça fait maintenant 2 mois, depuis le début du confinement, que je ne les ai pas vus. Et croyez-moi, ils me manquent. Coucou tout le monde! Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Ça va? Pour une journée, Didier a réuni les 18 artistes de sa troupe. Danseurs, chanteurs et transformistes. Ah, ça fait trop plaisir de revoir tout le monde, de redanser, de se remaquiller surtout. La voici, la surprise dont nous parlait Didier. Il a décidé de filmer son numéro pour l'offrir sur Internet à un nouveau public. Et voilà l'accessoire principal, la perruque de Madame Tina Turner. Rendez-vous sur la scène. À tout de suite. Nice. 2 mois qu'il n'avait pas foulé les planches. Quand on arrive sur scène, certes, c'est un peu perturbant de ne pas avoir d'applaudissements, cette ambiance sur le public. Mais je vous avouerai que j'étais tellement content de monter sur scène que je l'ai bien vécu. Alors, Fredo, c'est bon? Eh ben ouais. On a de bonnes images? Ah ouais, super, regarde. À sa façon, Didier a rompu son confinement, renoué avec sa passion et il partage avec des spectateurs à distance. J'avoue que je suis un peu stressé quand même de savoir si ça va plaire. En tout cas, pour nous, c'était un réel plaisir de le faire. Et tout simplement en attendant la réouverture du cabaret. Didier espère pouvoir accueillir du public à nouveau à la rentrée.
Je vous emmène à présent sur un coin de terre où aucun homme n'a posé le pied depuis près de 40 ans. Une île française au bout du monde, au milieu de l'océan Indien, au sud de l'île de la Réunion. Elle s'appelle l'île aux cochons. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO car elle a longtemps abrité une impressionnante colonie de manchots royaux. Pour une raison mystérieuse, ils sont de moins en moins nombreux. Une expédition s'est rendue sur place pour tenter de résoudre cette énigme. En exclusivité, Michel Izard et Bertrand Lachat ont pu accompagner les scientifiques français sur place. Pendant 2700 km, 5 jours de traversée, ils n'ont pensé qu'à ça. C'est vraiment une énigme pour les ornithologistes. Évidemment, comme c'est très difficile d'avoir les permis et logistiquement d'y aller, ça nous fait un peu rêver. Une expédition inédite se prépare sur le navire des terres australes et antarctiques françaises. Alors, vous m'aviez dit, dites-moi les détails. Tout ce qui va débarquer sera entièrement neuf. Nettoyage complet du matériel, protocole de biosécurité strict pour empêcher toute intrusion de plantes ou de graines. Puis un matin, dans les parages des 50e hurlants, la voilà qui surgit de la brume. L'île aux cochons, battue par les vagues et le vent, hantée par des histoires de naufrage. Oui, ça y est, on y est. Là. On vit des cochons, puis il y a une fenêtre météo plus favorable. Le vent a l'air de baisser un peu. Biosécurité aussi pour l'hélicoptère qui posera ses patins sur l'île. Elle doit son nom aux chasseurs de phoques qui avaient introduit des cochons au XIXe siècle. C'est aujourd'hui une réserve naturelle intégrale qui a vécu une sorte de long confinement. Personne n'y avait posé le pied depuis 38 ans. Nous allons rester 5 jours pour une opération commando avec une équipe de scientifiques. Charles-André Bost et Yves Chérel ont consacré leur vie à l'étude des oiseaux des terres et des mers australes. En particulier, le manchot royal, qui sera notre voisin de palier. Il y a un mystère à percer. Mais d'abord, on se laissera guider par les chants des manchots pour entrer dans un autre monde. On a tellement mis d'énergie à préparer cette mission que quand on arrive, il y a forcément beaucoup d'émotions. C'est vraiment une découverte pour tous les gens de la mission. Personne n'avait jamais mis le pied ici aux cochons. La colonie de manchots royaux de l'île aux cochons était la plus grande du monde. 500 000 couples reproducteurs. Elle vivait à l'écart de tout. Mais en 2016, des photos aériennes ont montré que la population avait chuté de 80% de manière incompréhensible. Sur la dernière photo, prise ici en 1982, on voit qu'elle était beaucoup plus étendue. Il faut mener l'enquête, oui. On va commencer là cet après-midi. On va démarrer les investigations. Nous arrivons en pleine période de reproduction. Les parents viennent nourrir leurs poussins. Première surprise, pas de signe de mortalité anormale, pas de problème flagrant. Quand on voit les animaux qui sont autour de nous, aussi bien les adultes, aussi bien les grands poussins, ils ont l'air en bonne santé, ils sont bien. Première piste de l'enquête, l'alimentation. Vous êtes comme un oiseau de proie. Exactement. J'ai repéré 2 couples, je peux pas les quitter des yeux. Vous ne pouvez pas me regarder. Non, c'est aussi simple que ça. Donc là, je les regarde. Et je les aurai dans mon point de mire jusqu'au moment où j'en aurai attrapé un des 2. Ils vont poser des balises pour suivre les déplacements des manchots et savoir où ils vont se nourrir. Ils doivent en équiper une douzaine, sous le regard des poussins toujours très curieux et pas farouches qui s'approchent des hommes. La clé du déclin de la grande colonie de l'île aux cochons, elle est peut-être en mer, au niveau d'un changement dans les zones océaniques où ils vont s'alimenter dû à la progression du changement climatique. Ça peut être une des raisons. Les eaux froides de l'océan austral, 3 ou 4 degrés, sont très riches en plancton et en poissons.
Mais le moindre changement entraîne des difficultés d'adaptation pour les animaux comme les manchots ou les éléphants de mer. Les gros mâles sont épuisés après une intense saison des amours, et l'on se plaira à goûter auprès d'eux un peu de douceur, dans ce monde sauvage où l'homme est un intrus. Je ne m'attendais pas à ressentir ça en descendant sur la plage. Là, on est pas dans le cœur de nature. Je crois qu'on ne peut pas trouver d'endroit au monde où on est autant dans cette nature. La deuxième piste de l'enquête nous mène vers les skuas, les charognards des mers du Sud qui mangent les carcasses des manchots. Il faut des ruses de sioux pour les attraper, sans les blesser, faire des analyses de sang et de salive afin de détecter une éventuelle maladie qui aurait pu décimer la grande colonie de manchots royaux. C'est des bons indicateurs, on les appelle les sentinelles parce qu'ils vont accumuler un peu tout ce qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de pollution, en termes de maladies. Ils sont au top de la chaîne alimentaire, donc ils accumulent tout ce qu'il y a. Les skuas donneront peut-être une réponse. Malgré l'été austral, la température est de 5 degrés, toujours rafraîchie par l'humidité et le vent. C'est quoi, poireau, ça? Poireau et légumes variés. Le temps est compté. Le soir, le travail continue sous la tente dans un petit laboratoire de campagne à 13 000 km de Montpellier. La nuit, elle, sera propice à l'exploration de la troisième piste de l'enquête. Les chercheurs pensent que la colonie de manchots pourrait être victime d'un prédateur. Avec les lunettes à infrarouge, on le devine. On le voit mieux sur les pièges photos. Des chats, amenés par les premiers navigateurs, se sont multipliés. Mais leur proie favorite semble être ce petit oiseau, le prion de Salvin. Ah, vous en avez pu en avoir un? Ouais, il était pas encore rentré dans le terrier, là. Le prion de Salvin, qui niche dans les herbes. On s'aperçoit qu'il y a une quantité de nourriture très importante, notamment en prion. L'hypothèse que les chats se reportent sur les manchots est quand même, paraît en tout cas, peu probable. Le lendemain, le temps redouté, typique des terres australes, s'installe. Pluie, grésil, bourrasque à plus de 100 km/h. La piste du prédateur étant écartée, il faut creuser celle de la maladie et capturer des manchots pour des prélèvements de sang. Il y a toujours une sorte d'urgence, on est déjà le 4e jour. On s'est levé à 5 h du matin. Et puis on vient de faire notre lot de 12 manchots en nuit. C'est parfait. Pour l'instant, le mystère n'est pas percé. Il n'y a rien d'évident. Rien d'évident qui peut expliquer pour le moment la décroissance. Il reste quelques heures pour prospecter et observer les autres animaux. Comme ces jeunes éléphants de mer que l'on surnomme les bonbons. Parce qu'ils sont la friandise de redoutables chasseurs qui les attendent à leur sortie en mer, les orques, et qui vont les croquer, comme des bonbons. L'île aux cochons est une maternité à ciel ouvert et un refuge pour de nombreuses espèces. Mais dans ce sanctuaire presque inviolé, en poursuivant la prospection avec Cédric Marteau, nous aurons une mauvaise surprise dans le nid des grands albatros. Voilà. Petit bout de plastique, encore un autre bout de plastique, encore un bout de plastique. Ils confondent en mer leur proie avec les plastiques. Et c'est une cause de mortalité chez l'albatros. Même à 5000 km du premier continent, la pollution est présente. Au bout de 5 jours, le Marion Dufresne vient nous rechercher. Les manchots se sont encore rapprochés de nos tentes et même font la queue pour venir nous saluer. C'est toujours beau à voir. Hein. Ah oui, on s'en lasse pas. Maintenant, il va falloir analyser tous ces résultats. Ça a été vraiment une campagne unique, je crois. Il y a l'hélico qui arrive, là. Ça y est, c'est la fin.
personne ne reviendra avant plusieurs dizaines d'années peut-être. En attendant les conclusions de l'enquête, les manchots, là-bas, gardent le mystère de l'île aux cochons. Magnifique reportage signé Michel Izard et son vieux complice Bertrand Lachat. Sur LCI, dans le Grand Soir, Olivier Galzi reviendra sur les départs en week-end pour le pont de l'Ascension. Rendez-vous sur le canal 26. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia, puis Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet, suivi de votre film Star 80. Demain à 13h, le tandem Jacques Legros et Jean-Pierre Pernaut. Vous retrouverez bien sûr Anne-Claire Coudray à 19h45 pour le point complet sur l'épidémie et à 20h pour le journal. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. À lundi. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.